Ouais, la transmission, c'était déjà... Mais c'est marrant, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Mais moi, j'ai peu bénéficié de transmission. J'ai dû toujours tout arracher comme ça. Et aucun mentor, rien. Je me suis toujours jetée dans le bain et j'y suis allée, quoi. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P The Builder X Masita. Salut Fabou. Salut, tu vas bien Masita? Ouais, ça va très bien. C'est La cool forme de te voir. Ouais, c'est cool. Merci pour l'invitation. Ouais, je suis content que tu l'aies accepté. Oh. Non, ça fait plaisir, t'es une femme occupée. Je suis occupée, mais bon, après le temps, on le prend pour les gens qu'on apprécie. Ah, merci, ta voix est superbe. Écoute, je me suis entraînée toute la nuit. C'est cool. Masita, ma première question, c'est qu'est-ce que ça te fait penser P The Builder? P The Builder, bon, le P, Papou, forcément. Builder, c'est un peu le côté, je vois le socle, la base, les fondations. Quelque chose de très ancré qui permet d'aller un peu plus loin. Ok, les constructions, la base. Ouais, builder, le building, quelque chose effectivement qui a besoin d'être ancré dans le sol pour pouvoir aller plus haut. Ça fait penser à ton parcours, ce que tu dis en même temps. T'es beaucoup sur la base. Tu construis. Ouais. J'avoue que j'ai été souvent et je suis beaucoup sur la base, sur les basiques, sur construire ce qu'on fait beaucoup avec les Américains, c'est le building profile. Donc de construire les profils, de construire effectivement les talents pour les installer et les lancer, ouais. Très bien. Je t'ai rencontré sur l'album du 113. Les Princes de la Ville, ça a été notre première rencontre en tant qu'artiste pour moi. Ouais. Et toi, t'étais déjà dans ce game du business du rap, je peux dire. Ouais, j'étais au début, mais j'y étais déjà depuis 3 ans. Ouais, je voulais, parce qu'on va revenir là-dessus, mais je vais commencer par tes débuts. T'as grandi où? Alors moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis née en France, dans le 91, et très tôt, on est parti aux Antilles parce que mon père est caribéen. Et donc du coup, j'ai grandi aux Antilles, un tout petit peu en Martinique au début, j'ai pris 1 an et demi on va dire, et puis après jusqu'à mes 18 ans en Guadeloupe. Ok. Donc je suis une caribéenne. Une caribéenne. Une vraie. Yeah. Ouais, je revendique ça. Voilà, c'est chez moi. T'es revenu vers quel âge? Je suis venue en France pour la fac à mes 18 ans, donc après mon bac, et je faisais anglais-japonais. Anglais-japonais. Du coup, ta première rencontre avec cette industrie, avec la musique, avec le hip-hop, elle se fait comment? Alors, avec la musique et avec l'industrie, c'est 2 moments différents, parce que la rencontre avec la musique, finalement, elle se fait dès le départ. Mon père est fan de jazz, grand mélomane, donc j'ai toujours grandi avec de la musique. Toujours. Mon frère était DJ, donc il était plus grand que moi, donc du coup, voilà. Et puis, naturellement, dès le début, j'ai toujours été dans la musique, toujours baigné dedans. Toujours été entourée d'artistes, du coup. Et après, l'entrée dans l'industrie musicale, ça se fait dans un deuxième temps, quand j'arrive à Paris, ici. J'étais à la fac et j'étais en couple avec East, qui était le rappeur de Cut Killer. Et c'était mon chéri. Donc du coup, quand il a eu cette disparition tragique parce qu'il est mort d'un accident de scooter sur la route, on a décidé avec Cut de faire un album post-mortem qui était plutôt un 4 titres puisqu'on n'avait pas suffisamment de bandes pour faire un album. Et naturellement, je suis venue en studio, j'ai regardé comment ça se passait, et puis naturellement, j'ai aidé à Noir à monter le projet, et puis lui, il venait de monter WH. Okay.
Donc les chemins étaient là. Et puis voilà, je suis rentrée par là et j'ai commencé à faire. Et puis j'y suis restée pendant 10 ans. Quoi. T'as répondu au moins à 4 questions en même temps. Bah voilà, J'allais te poser la question quelle est la rencontre avec Cut, mais du coup maintenant on sait. Ouais. C'est par rapport à ce fameux album posthume. Ouais, Eastwood. Ouais. Il est toujours disponible. Alors Eastwood, il est plus disponible en CD parce que c'est fini. J'ai fait un repressage du vinyle il y a 4 ans déjà pour l'anniversaire de ça. Enfin pour l'anniversaire, j'aime pas dire ça. Pour la date où il est parti, donc en février. Donc il est toujours disponible en vinyle, mais il faut le commander. Voilà. Okay. Et je pense qu'en streaming on peut l'écouter un peu partout. Ça fait partie des classiques. Voilà. Il y a un gros fameux freestyle. Ouais, il y en a plusieurs. Et puis après, il est sur toutes les tapes de Cut, les premières, ouais, où il accompagnait souvent les autres artistes. Donc, t'as rencontré Cut comme ça, le courant a marché entre vous, il venait de créer son label, tu m'as dit? Ouais, parce que le premier projet du label, WH, c'est le EP. C'est celui-là. C'est le 4 titres de Eastwood. C'est vraiment, ouais. Disons que WH Productions, c'est issu, le nom du label est issu d'un texte de East, qui s'appelle Straight from the Underground, et où il parle du WH, et donc, du coup, ils ont décidé d'appeler le label comme ça. Juste, ils n'ont pas eu le temps de le monter ensemble, donc Cut, pour sa mémoire, l'a monté, a fait ses projets dessus, et c'est vraiment le tout premier projet du label. Intéressant. Et dans tes études, à ce moment-là, t'en es où? T'es dans l'administratif, tu vas où? Quels sont tes rêves? Alors moi, au début, je suis à la fac, je suis je fais mes cours d'anglais et de japonais. Dans le japonais, quand même. Ouais, japonais, j'en ai fait 3 ans. Bon, je me suis fait doser comme c'est pas permis, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que c'était trop dur. Et mon père est historien, archéologue, donc j'avais des facilités en histoire, et donc j'étais très très bonne en études African American Studies. Donc je voulais être prof de fac. Ok. Et je voulais me barrer à Atlanta, finir mes études à Morehouse et puis devenir prof de fac là-bas. Ok. T'avais déjà un côté avec les parents, l'histoire, ouais. L'envie de raconter ou de transmettre. Ouais, la transmission, c'était déjà. Mais c'est marrant, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Mais moi, j'ai peu bénéficié de transmission. Ok. J'ai dû toujours tout arracher comme ça. Et aucun mentor, rien, jamais. Rien. Ouais, comme très l'aîné. frustrée. Non, jamais. T'as tout appris sur le tas. Toujours. Je me suis toujours jetée dans le bain et j'y suis allée, quoi. T'es venue toute seule à Paris déjà. Je suis arrivée seule à Paris. Ouais. Ça commence comme ça, dès 18-19 ans. Déjà, tu pars de chez toi. Ouais, alors j'avais fait déjà j'avais déjà vitré les parents pour pouvoir partir plus tôt. Donc ma première, je l'ai faite à Saint-Germain-en-Laye. Donc je suis partie de la maison, j'avais 16 ans. Donc de 16 à 17, j'étais à l'internat ici. Et bon, je crois que je me suis un peu trop amusée. Donc de 17 à 18, on m'a rapatriée un peu à la maison. Et à 18 ans, je suis partie. Mais ouais, c'était du coup la toute première année où je suis partie seule, à 16 ans. Il y avait eu... j'avais fait tous les concerts. Il y avait Big Daddy Kane, il y avait eu De La Soul au Palace, il y avait... pour le jour de mon anniversaire, il y avait eu BDP à l'Élysée-Montmartre. Je m'étais éclatée. Boogie Down Production. Ouais. KRS-One. Ouais. C'est ton moment d'affection avec la musique, avec le hip-hop? Non, c'est avant. Bien avant, ouais. Bien avant. Dès la Guadeloupe. Là, tu rencontres les artistes que t'aimes à ce moment-là. Bah, j'ai l'occasion de les voir. Hein. Bon, après de Guadeloupe, j'avais déjà fait un petit aller-retour à New York quand même parce que c'était plus proche. Ah, tu voyageais pas mal déjà. Ouais, j'avais la bougeotte de toutes les manières. J'adore mon île. Mais bon, c'est petit. Donc du coup, très rapidement, je devais avoir 12-13 ans. J'ai dit à mes parents, je veux plus de cadeaux de Noël, je veux plus de cadeaux d'anniversaire, je veux un voyage par an. Ok, il y a un côté déterminé. Ouais. Ah, bah non, je découvre aussi. Je découvre en même temps
que tout le monde, voilà. Donc, avant des 16 ans, j'étais déjà allée à Porto Rico, j'étais déjà allée à New York, j'étais allée à Barbade, j'avais Écoute fait... tous les genres musicaux. Tu t'intéresses à la musique à ce moment-là ou pas du tout? T'es plutôt en Si, vacances? la musique, je te dis, c'est dès le départ. Moi, j'ai 11-12 ans, quand il y a les premiers trucs de Herbie Hancock, on achète les vinyles ensemble avec mon frère, hein, plutôt. Qui va les utiliser lui? Ouais, donc dès les Houdini, les Finest Dancing Quest, les Ultramagnetic M6, je suis déjà dedans, quoi. Ultramagnetic M6. Ouais, c'était je lourd. suis déjà dedans. Après, il y a eu les X-Clan, les machins, les trucs, voilà. J'étais déjà Plusieurs dedans. courants. Ouais. Et puis, comme je suis en Guadeloupe, on a ce truc-là aussi où on est beaucoup plus proche des États-Unis. Donc, limite, on est en avance par rapport à ce qui sort en France. Parce qu'on est sur les directs sur le canal et puis voilà. Ok. Et il y a l'Uncut Killer dans le double H qui se met en place. Ouais. À ce moment-là, tu moves comment dedans? Tu prends quelle position? Naturellement, vous en discutez? Eh ben, au début, j'arrive pour travailler sur ce 4 titres. Et puis je vois qu'il est pratiquement tout seul. Il y avait Gérard quand même qui était un peu là à l'aider, mais il est tout seul à tout faire. Et moi, naturellement, comme j'ai perdu Olivier l'année d'avant, je plante mon année de licence et je me retrouve à faire une année où j'ai 3-4 heures de cours. Et je tiens un peu en place, donc du coup 3-4 heures pour la semaine, moi il faut que je m'occupe. Donc comme Cut était débordé, j'y vais, et puis il y a un truc à faire, et puis un deuxième truc à faire, et puis un troisième truc à faire, et puis au bout d'un moment, il me dit bon tu vas prendre la gérance, quoi. Tout simplement. Ouais. Donc du coup, ça se fait naturellement, mais alors voilà, Cut, il m'a accueilli pour des raisons particulières, mais ça a toujours été clair que si j'avais fait de la merde, je serais pas restée, quoi. Mais on était dans la même délire, dans le même truc où on avait envie de tout arracher, on avait tout à conquérir, quoi. Les projets s'enchaînent? Les projets s'enchaînent comme jamais, quoi. On est sur un deal au départ, donc on est signé chez Sony Music et on a 2 compilations par an, un album, 6 maxi sur 12 mois, quoi. Dès la première année du label? Ouais. Ok, lourd. Donc du coup, on enchaîne et puis je me retrouve à travailler sur des projets. L'album de Fab, détournement de son. Enfin, tu vois, tu viens d'arriver et tu te retrouves à travailler sur des projets majeurs. Donc, d'entrée de jeu, des gros projets. Ouais, voilà. T'as 23-24 ans, t'as juste envie que ça marche. Et donc, du coup, tu te donnes pas le droit à l'erreur. Tu prends plusieurs casquettes, marketing, management. Tout. Tout ce qu'il y a à faire, tu fais, tu rentres dans le tas. Tout, du booking, du Cut Killer Show, au mail, après, l'équipe elle s'était un peu agrandie, donc du coup après on avait un juriste avec lequel je travaillais les contrats, donc je fais le calcul des royautés, je fais les opérations de street marketing, je gère le staff, je m'occupe de la compta. Tout ça tu connais pas quand tu t'y mets? Non. Tu découvres tout sur le tas, vraiment. Je connais rien. Et j'apprends tout sur le tas et je me plante plein de fois, mais j'apprends. Ça, c'est les albums que tu as cités sont bien passés. Tout s'est bien passé. Je me suis plantée, j'ai bien caché. Ouais, bien vu. Non, on ne montre pas, on crie pas, genre j'ai fait une erreur là. Non. T'enchaînes. Ouais, on enchaîne. Et le fait d'être une femme qui arrive dans ce game, ça a joué ou pas du tout? Pour moi, dans ce contexte particulier, ça n'a pas joué dans le sens où Olivier East était quand même une tête un peu majeure. Donc moi, j'arrive, tout le monde sait que je l'ai perdu, donc tout le monde a une espèce de respect profond et tout le monde quelque part est en protection avec moi. Donc moi, j'ai cette chance-là, mais c'est mon histoire particulière.
le fait d'être une femme, ça, je m'en suis rendu compte après, c'est-à-dire que même si j'étais la directrice du label, on m'a toujours considérée comme l'assistante de Cut Killer. Ok, mais ça, c'est avec le temps que tu l'as... Voilà, moi j'étais en train de bosser, je regardais pas, je checkais pas ce genre de choses. Mais effectivement, je peux pas dire que il y avait le même traitement. Voilà. Il y a même, pour la petite anecdote, une fois quelqu'un qui appelle au bureau et qui dit bonjour, je voudrais parler à Monsieur Massito. Oh. Tu vois, tellement, parce qu'on lui avait dit, homme. ouais, voilà. Ouais. Donc ça, c'était très drôle, mais ça montre bien ce que, voilà. Il a fallu que tu imposes un caractère ou toi, t'as toujours été fluide, parce que les gens sont tous différents, les rappeurs surtout. Eh ben, écoute, moi, j'ai plus eu de problèmes de sexisme avec les maisons de disques, Ok. Les majors, qu'avec les rappeurs. Qu'avec les artistes, ouais. Comme quoi le cliché? Ouais, qui ont toujours été très respectueux avec moi. Après, j'ai toujours été aussi très respectueuse avec eux, donc je pense que tu impulses ce qu'on te donne aussi. Je crois que j'étais un petit peu sauvage aussi parce que je claquais la bise à personne, je serrais la main à tout le monde. Moi, quand je te rencontrais, t'étais dur. Donc, t'étais dur. Donc je pense que d'emblée je mettais une certaine distance. Voilà, mais c'était la protection totalement inconsciente, quoi. Ouais. Donc les maisons de disques, elles, par contre, plus compliquées. Ouais, j'ai eu quand même 2-3 trucs où, en gros, ouais, on va gérer ça entre mecs, quoi. Tu vois, ce genre de, bon, ça. Mais c'est vrai que les gens ils tentaient pas trop avec moi, parce que je pense que quand tu laisses pas la place à ça, t'es pas confronté non plus trop en frontal avec. Ou alors quand t'es confronté en frontal, ça te fait tellement péter les plombs que du coup, les gens ils recommencent pas. Et donc les projets s'enchaînent. Toujours dans le double H, ouais. ou tu sors aussi du double H et tu fais d'autres choses à côté? Non, parce que le label me prend énormément de temps. On bosse de 9h30, 10h jusqu'à 1h, 2h du matin. Cut, lui, il reste la nuit parce qu'on avait les studios. Donc, grosso modo, quand je reviens à 9h, 10h, c'est le moment où il repart juste lui pour aller faire une sieste et le label vit 24/24. Donc, pas beaucoup de temps. Par contre, on monte une deuxième société qui, elle, va gérer les éditions et puis va gérer un contrat avec Universal aussi. Et ensuite, je monte quelques années après, encore toujours avec les mêmes partenaires, 4-4 Marketing. Ok. Qui est la structure de marketing. Qui était la structure de street. marketing, exactement. Parce que du coup, street marketing, ça marche. Ça commence à exploser et qu'on a des demandes de marques qui sont BlackBerry, qui sont France Télévisions, qui sont Adidas et qui génèrent d'autres gros budgets. Donc on divise et on monte une autre structure spécialement dédiée au street marketing. Moi je comprends la naissance du double H dans le sens où la musique elle commence à se mettre en place, il y a des choses à faire par rapport aux ricains qu'on observe et on commence à se structurer. Mais quelle est l'envie de créer par exemple la boîte d'édition? Parce que au début on n'est pas au courant que les éditions existent. Comment ça te... Double H a été créé en 97 et la boîte d'édition a été créée en 2000. Donc il s'écoule 3 ans. Il s'écoule 3 ans où on se rend compte ce que c'est que les contrats, on se rend compte ce que c'est que les abattements, on se rend compte ce que c'est que les droits voisins, on se rend compte ce que c'est que les éditions un peu. Donc c'est sur le tas. En sortant les projets, il se passe quelque chose à cet endroit-là. Voilà. Comment on gère ça? Exactement. Et ainsi de suite. Exactement. Il y a de la pure curiosité, du boulot en fait. Ouais, il y a de la curiosité, et puis c'est surtout que quand tu génères beaucoup d'argent, que tu te rends compte que tu génères beaucoup d'argent et que ils vont où? Tu prends que 20-30% et que tout le reste c'est une grande tape dans le dos. Merci, c'est super. Il y a un moment donné où tu poses des vraies questions, quoi.
Donc là, on commence à structurer. Ouais. Édition, après vous découvrez le marketing ou en même temps? Le marketing, on l'a toujours imposé dès le départ. Dans nos contrats, c'était vraiment le truc où on voulait maîtriser ce côté-là de notre marketing et de maîtriser nos opérations de street marketing. Et ça a tellement bien marché que de toute manière, ils nous ont demandé très rapidement de nous occuper de leurs artistes chez Sony. Par la suite, il y avait vos artistes WH. Dans les 6 mois. Dans les 6 mois qu'on suivait. Dans les 6 mois, ouais. Dans les 6 mois où ils ont vu que ça dépotait et qu'on avait vraiment des bons scores, parce qu'on était très 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 au taquet, quoi. À cette époque-là, il y a combien de groupes que tu gères, que vous gérez, que la structure elle traite? Donc il y a Cut qui fait ses compilations. Il y a en signature il y a Fab. Doudou est tout le temps à côté dans les parages. On sort un album de Doudou après. Il y a 113. Il y a on a travaillé avec Triptyque, on a travaillé avec et puis il y a les compilations quand on fait un projet comme Opération Freestyle. Où la volonté c'est de regrouper un peu tous les labels de France. Bon on travaille avec tout le monde et il y a toujours des artistes. Donc vraiment en gestion, on va dire qu'on a eu Fab, 113, Triptyque, on a travaillé un projet. Il y avait les autres DJ, on faisait des compiles avec on avait fait une compile California là avec DJ Cream. Il y avait Abdel forcément qui était là avec Cut. Donc lui c'est pas on peut pas dire que c'était en signature puisqu'ils étaient en gérant au début tous les deux quand je reprends la gérance. Donc il y a Cut et Abdel qui sont sur le label et puis voilà, il y a plein de gens qui passent. Je pourrais pas te lister tout. Non, mais au max, tu penses qu'il y a le pic de gestion de perte d'artistes? Je pense que ça a été dans les années 2000, 2001. Ouais, pendant 2-3 ans à peu près. Dizaine, ouais, non, ouais. Vingtaine. Ouais, je sais Tes pas. yeux s'ouvrent. Je me rends pas compte. Hein. Je me rends pas compte. Il y avait beaucoup de parce que du coup après il y avait les éditions, après il y avait donc il y avait beaucoup de choses à. T'es toujours passionné, t'es toujours dans ta musique, t'écoutes toujours tes sons ou là t'es plutôt transformé en mode business? Je suis toujours passionnée. Toujours passionné. Toujours passionné, ouais. Toujours passionné, toujours sur le truc de faut faire avancer les projets, faut les mettre en lumière, faut les sortir, faut que les gens sachent. L'aventure Double-H, elle dure combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais, 97, 2008 à peu près. Ouais. 2008. Et la suite? Une fois que déjà vous arrêtez parce que t'as fait le tour. Il y a 97, il y a WH, la structure d'édition c'est en 2000 et en 2004 il y a 4 Marketing. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que en 2006-2008 je gère 3 boîtes en même temps. Je taffe à peu près 15 heures par jour et je suis KO quoi. Je suis KO, j'en peux plus quoi. Donc du coup à ça s'ajoute le côté le passage du physique au digital. Donc tous les labels, on se le prend de plein fouet. Nous, on passe de compilation de Cut où on fait des doubles disques d'or, donc plus de 200 000 ventes à l'époque sur les scores de l'époque, à 40 000 ventes. À cause de ce transfert au numérique. Et puis le marché de la compile qui baisse un peu, etc. Mais du coup, tu as une perte de chiffre d'affaires qui est énorme, quoi. Et puis toi, t'as déjà constitué ton équipe, donc t'as une petite dizaine de personnes sous ta responsabilité et les charges en France, voilà, quoi. Donc voilà. Et le passage au digital, comment vous vous adaptez? Comment tu t'adaptes au marché? On s'adapte pas. Donc du coup, on se prend le mur. Okay. Ça va vite, on s'adapte pas très bien. Moi, ça correspond aussi à mon histoire personnelle où du coup j'ai un peu un gros coup dur parce que je perds ma mère à ce moment-là. Donc du coup j'ai un manque d'énergie certain et j'arrive plus à tenir la baraque concrètement. Donc du coup tout ça arrive au même moment. Et à partir de là, je suis fatiguée, j'en ai ras le cul, quoi. Voilà. Donc ouais, j'arrête.
j'arrête, on ferme les 3 structures. En même temps. Pratiquement, ouais. Ouais, pratiquement. On sauve les meubles, on passe le patrimoine à droite à gauche. Forcément, parce qu'il y a toutes nos bandmasters et que c'est sur quoi on a travaillé depuis des années. Mais j'arrête et j'ai besoin de faire une pause. Bonne pause. Une pause de, allez, je devais poser 1 an, j'ai posé de septembre à avril. Septembre à avril. Ouais. Pour repartir derrière. À avril, ce qui se passe, c'est que du coup, je me dis, ok, je vais aller travailler en maison de disque. Classique. Voilà, comme ça, j'aurai des RTT, j'aurai un salaire qui va tomber, un vrai salaire. Toutes ces années-là, il n'y a pas eu de salaire? Si, il y a eu des salaires, mais c'est pas dans la régularité, c'est-à-dire que en fonction des projets. Voilà. Et puis comme moi, j'ai un truc où je veux que tout le monde soit bien, etc. Donc du coup, quand il n'y a pas de genre, je continue à payer mes équipes, mais moi je me paye pas. Voilà, ce qu'il faut absolument jamais faire. Mais bon, voilà, ça tu le comprends après quand tu deviens plus adulte. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis ok, je vais faire la sécurité, je vais aller postuler en maison de disque, etc. Je vois 1 ou 2 têtes, je balance mon CV, ça répond pas, je suis pas patiente. Donc quand je dis ça répond pas, c'est au bout de 15 jours ça répond pas, ça me saoule. Ah déjà, ouais, t'attends, ouais, t'es vraiment pas patient. Non. Et donc à partir de là, se réactive ma connexion avec les quinries. Parce que se réactive. Il s'est passé quoi avant? Avant, il y a des discussions, tu rencontres des gens, tu blablates, les ponts entre la France, les États-Unis, pourquoi ça marche pas, pourquoi t'as des albums majeurs en France qui arrivent à faire des doubles disques d'or, des doubles platines, des diamants, alors qu'un album de Jay-Z, il peine à vendre 10 000 exemplaires, tu vois, genre, c'était vraiment les discussions de l'époque. Donc on discute de tout ça et on se dit que ça serait bien que les artistes Quinry rencontrent des artistes français, qu'il y ait un vrai réseau qui se mette en place, etc. Et donc du coup tout ça fait des discussions pendant 3-4 ans. Et puis à cette époque-là, quand je recherche du taf, du coup je rappelle et puis je dis bon voilà, hop, on parle, mais on fait comment là? Il y a quoi? Il y a du travail et tout. Et ils me disent ok banco, on y va. Ok banco. C'est une société, une structure, des artistes. C'est quelqu'un qui s'appelle David Miller, avec qui je travaille toujours, ça fait une 10aine d'années, et qui est lui à l'époque chez Atlantic Records. Et donc du coup ils me disent on vient de signer un artiste, tiens écoute, tu nous dis ce que tu en penses et puis tu nous fais une stratégie et puis on y va. Donc, il m'envoie les sons. C'était Wiz Khalifa qui venait de signer. Et puis, il m'envoie la mixtape de Kush and Orange Juice. Et puis, Dealer 9 Deal et Flight School. Et j'écoute et forcément, je suis là, ça tue, tout. Donc, du coup, je commence à taffer. Je leur fais une stratégie. Je commence à taffer. Et puis, 2 mois après, Black and Yellow sort. Et ça explose, quoi. Oui, il explose ce morceau. Ça explose. Et donc, je suis seule dessus à push sur la France. Jusqu'à ce que je passe le bébé à la maison de disques qui était Warner à l'époque. Donc, tu reprends le boulot à ce rythme-là. Je reprends. Du coup, moi, j'étais là. Je ne veux plus jamais monter de structure. Je veux plus jamais monter de boîte, surtout en France et tout. C'est hors de question. Et puis, il a fallu facturer. Donc, du coup, je me retrouve à monter une boîte. C'est reparti. Moi, je l'ai montée en 4 jours. Toute seule? Non, j'ai fait appel à mon avocat qui m'a fait les statuts vite fait. Et puis après, tout le reste, boum, c'est parti. Ça a été très, très rapide. T'enchaînes Wiz Khalifa? Du coup, ouais, comme ils sont contents de mon travail, après, ils m'ont fait travailler sur d'autres artistes. Donc, j'ai travaillé sur... Il y a eu Wiz Khalifa, il y a eu Trey Songz, il y a eu Estelle, il y a eu d'autres artistes. Après, j'ai travaillé un petit peu sur différents trucs.
The Game, je me souviens plus. T'es une référence pour les ricains, pour leurs artistes quand ils veulent les développer en France. Alors pour cette équipe-là, effectivement, vu qu'ils aiment la manière dont je travaille et que les Américains c'est très simple, hein, c'est show and prove. S'ils sont contents, ils te font taffer toujours. S'ils sont pas contents, tu t'entends plus jamais parler d'eux, c'est-à-dire ils te calculent même plus quoi. Donc là, ça fait 10 ans, donc je suppose qu'ils sont toujours contents de mon travail. Alors, ils m'ont fait travailler l'année dernière sur Gunna et Megan Thee Stallion, quand ils n'étaient pas encore connus, alors que c'est ces mêmes équipes, mais ils ont changé. C'est-à-dire de Atlantic Records, c'est passé à 300, c'est les équipes de Kevin Lies. Donc sur 300 et tout, après, ils ont signé d'autres artistes et ils m'ont fait travailler. Je dirais pas que je suis une référence pour eux, je dirais que pour cette équipe-là, effectivement, quand ils ont besoin de moi pour développer leur truc, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mais d'ailleurs, en France, t'es reconnu à ta juste valeur? Je sais pas, je me suis pas posé la question. T'as jamais posé cette question? Non. Donc c'est que ça va. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que je fais. Oui. Voilà, parce que je suis pas du tout exposée. Je m'expose pas du tout. J'aime pas ça. J'arrive à taffer et mon nom circule sur tout un tas de dans les réseaux, mais c'est plutôt en backstage quoi, tu vois. Je me mets pas en avant. C'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. Et dans tout ça, ça a été lequel ton plus gros challenge? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Franchement, Les Princes de la Ville, ça a été quand même un gros morceau. Parce que je me suis vraiment investie de A à Z sur cet album. Et merci. C'était un gros morceau parce que du coup, comme ça a marché, il y avait beaucoup de choses à faire dessus. Mais tu vois, dans le truc où je te dis je m'expose pas, c'est-à-dire qu'au moment où on va aux victoires de la musique et que on gagne les doubles victoires et du prix du public et du meilleur album de l'année, comme il n'y a pas assez de place, je fais allez-y, c'est pas grave, je vais regarder ça à la télé. Donc j'y suis même pas, alors que là, aujourd'hui, avec le recul, c'est quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Ok. Être là, tu vois. T'aurais dû être là. Ouais, j'aurais dû être là. Ouais, j'aurais dû être là, ouais. Mais bon. C'est intéressant ça. J'y étais pour le coup. Ouais. J'espère que c'était pas ta place. Non. Doublement merci alors. Bah écoute. D'avoir laissé les autres aller ou ceux qui ont pu y aller parce que c'était une belle victoire. Ouais. Des bons souvenirs. Donc il y a eu ça, il y a eu quand même les albums des compiles de Cut, il y a eu le projet de East, il y a eu tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, je me suis investie. Donc du coup, j'aurais du mal à faire la diff en termes de charge de travail. Ceux qui ont marché, du coup, ont demandé plus de travail. Oui. Mais au départ, ça a été la même implication, le même investissement. Ouais. Et le rap game par rapport à avant et aujourd'hui en coulisses. Ce qui se passait avant, l'énergie qu'il y avait, ou la réussite, ou les échecs, et aujourd'hui, t'arrives à faire une comparaison? Ça a beaucoup changé parce que avant, c'était quand même un microcosme. Et là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait 4, 5, 6 labels majeurs. Aujourd'hui, il y a des labels dans tous les sens. Il y en a qui se montent tous les jours. Il y a une facilité à charger les morceaux sur les plateformes. Donc, du coup, les gens sont totalement... Enfin, je veux dire, c'est la folie, c'est le tourbillon. Ça arrive de partout, quoi. Donc, forcément, les gens se connaissent moins. Alors qu'à l'époque, tout le monde se connaissait. Même si les gens s'aimaient pas, mais ils se connaissaient, ils s'identifiaient. Aujourd'hui, les gens, ils avancent, ils se connaissent pas, ils ont.
Donc c'est vachement plus large. Et puis on est sur une autre, sur autre chose. On n'est plus dans la conquête. Le rap game il y a quelques années, c'était vraiment cette volonté, cet acharnement d'imposer notre musique, de la faire se développer et qu'elle existe. Et qu'elle soit là, parce que ça nous importait, c'était nous. Aujourd'hui, on est dans une culture populaire où les gens, il y a pas de combat. Ils écoutent du hip-hop, du rap, c'est de l'entertainment pour certains. D'autres sont dans le conscient, d'autres vont être dans le côté un peu plus électro. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une musique. C'est devenu une musique populaire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les grands débats. Est-ce que c'est du hip-hop? C'est pas du rap? C'est du... Bon, toutes ces questions-là, pour moi, elles ont pas beaucoup de sens. Ça reste de la musique. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas, quoi. Mais on n'est plus dans cette énergie-là de conquérir le monde. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. C'est fait, Maintenant, on s'élargit dans le monde. Ouais, c'est ça. T'as un moment clé que tu pourrais nous citer? Un événement clé? Un événement clé. Qui t'aurait plus marqué? Dans ma carrière, peut-être. Oui. Je sais pas, le moment où je monte ma boîte, ma dernière structure, là, où même si je me dis j'ai pas envie, je la monte et je suis seule dessus. J'ai plus de partenaires, j'ai plus de mecs qui m'accompagnent, j'ai plus de... Et du coup, c'est un moment, effectivement, c'était il y a une dizaine d'années. Et c'est un moment où, je prends mes... responsabilités. Ouais. Et j'y vais. Et j'ai besoin de personne, en vrai. Mais j'ai besoin de tout le monde en même temps. Mais sur ce côté-là, ça y est, je suis grande. Je peux y aller. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Où vas-tu? Eh ben, où je vais? J'aimerais bien aller plus loin. Aujourd'hui, vraiment, mon truc, c'est que j'accompagne les gens parce que j'ai effectivement, ça fait 23 ans que je bosse maintenant dans ce milieu-là. Donc, j'ai acquis une certaine expérience. Je connais les astuces, je connais les contrats. Donc, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner toute cette nouvelle génération pour qu'ils se prennent pas les murs comme nous, on se les a pris, qu'ils aillent plus vite. Et puis qu'ils protègent mieux leurs droits et qu'ils se construisent de manière plus efficace et plus rapidement. Ouais. Ça me fait penser, moi j'ai un bon souvenir, on est à New York tous les deux, et une de tes artistes DJ anime ou interview Janet Jackson. Ouais. T'avais les yeux qui brillaient, t'étais contente de ton coup là. Ouais, c'est vrai, j'étais contente, mais il y a plein de moments comme ça. Ouais, disons qu'alors c'était avec Anaïs B. C'est une artiste très talentueuse qui est vraiment j'adore travailler avec elle. Et on est sur les invités par BET sur les Black Girls Rock. Et c'est Janet Jackson qui est l'invitée d'honneur des Black Girls Rock. Et elle n'accorde d'interview à personne. Et la seule interview qu'elle accorde, c'est nous, les deux petites Frenchies de machin. On était passés par Sindanou de BET France. Enfin bref, on avait réussi à faire une boucle et les gens sont juste devenus gueudins, genre... Comment ça se fait que c'est vous qui avez Janet Jackson en interview et tout, machin. Et j'avais bien transpiré quand même pour ce truc-là, parce que jusqu'au dernier moment, c'était pas sûr. Et puis après, t'étais dans le combat avec ton portable, t'étais sur tes... Et puis quand c'était fait, j'étais contente. C'était un beau moment. Ouais. Je l'ai vécu. Yeah. Il y a eu ça, il y a eu d'autres trucs, franchement, il y a eu d'autres trucs, mais c'est vrai que du coup, quand tu reçois double victoire de la musique, quand tu reçois ce genre de choses, t'es fier, quoi. T'es fier. Hein. Donc il y a plein de moments comme ça, ouais.
les disques d'or, ouais. Massita, une femme de l'ombre qui a eu plusieurs casquettes, qui continue à en avoir pas mal d'autres. Je suis sûr qu'elle en découvre des nouvelles. Pour moi, elle est une des actrices majeures du hip-hop français. Merci. En tout cas, dans mon parcours, nous, la Mafia Qu'un Free, 113, t'as été ultra présente. Je sais que tu m'as fait signer pas mal de contrats. Ouais. Et j'en ai des souvenirs. Et merci parce que t'as géré en fait nos éditions, plein de choses comme ça peut-être pour nous structurer. Donc voilà, je voulais te mettre en lumière. Je voulais raconter ton parcours. Et encore plein d'autres choses. Ouais. La littérature, voilà. Massita, si on veut affaire à toi, comment on peut te trouver? Eh ben, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur mon LinkedIn et de m'envoyer un petit message à Massita Montbrun. Je suis, je suis pas, je fais pas de selfie, je fais pas de story, mais je suis joignable, ouais. Elle est joignable. Je suis joignable sur mon LinkedIn, Massita Montbrun, et j'ai mon Insta Manly official. Mais ouais. Ouais, non, mais quand les gens ils ont besoin de me joindre, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Non, ouais. Ok, Massita, content de t'avoir reçu avec nous. Ouais. Et see you soon pour d'autres aventures. Ouais, merci Papou. À bientôt. À bientôt. Yeah. Ouais. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.